Le Nigeria veut coopérer cette fois-ci avec la Russie, se rapprocher de Moscou pour sauver la région de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont en tout cas les propos du ministre des Affaires étrangères du côté de l'Éthiopie, où plusieurs représentants sont déjà sur place pour ce sommet qui aura lieu le 17 février prochain. Moscou est donc devenu un partenaire stratégique dans la sous-région, mais selon le Nigeria, il s'agit d'un rapprochement pour totalement sauver la sous-région. Alors, docteur Yamtimba, le Nigeria aurait-il peur des avancées au Burkina Faso avec les centrales nucléaires, puisque dans les propos d'Abuja, il s'agit de mettre sur pied des centrales nucléaires civiles sur le territoire nigérien. On sait bien que cette doléance arrive juste quelques jours après le commencement de ce projet sur le territoire burkinabé. C'est tout simplement décevant. Lorsque la Russie a construit sa première centrale nucléaire, elle était moins. Lorsque l'Union soviétique a construit sa première centrale nucléaire, elle était moins riche que le Nigeria actuel. Avait moins de scientifiques que le Nigeria actuel. Enfin, je veux dire, les gens, je vais vous dire, nous devons commencer systématiquement à rappeler à tous ces Africains médiocres que ce n'est pas normal. Quand la Chine construit sa première centrale nucléaire, elle était moins riche que le Nigeria actuel. Elle avait moins de scientifiques que le Nigeria actuel. Qu'est-ce qui coince alors? Mais ce qui coince, c'est la capacité des Africains à s'organiser. C'est leur capacité à s'organiser. On a un gros problème d'organisation. On est tout le temps en train de suivre les modes. Au lieu d'avoir une organisation structurelle et fondamentale qui soit de nature à donner une projection stratégique qui nous conduise vers des objectifs clairement définis. On a un problème. Et puis, il faut qu'on s'entende bien. Le Nigeria ne peut pas choisir une seule chose qu'elle veut de la Russie et oublier toute la politique africaine de la Russie et aller simplement choisir quelque chose, probablement, comme vous le disiez, parce qu'il sent qu'à côté, il va y avoir des pays beaucoup plus petits qui vont bénéficier de certains avantages qui lui manquent. Je crois qu'il y a là une approche qui n'est pas la bonne. Si le Nigeria aujourd'hui, qui est le leader naturel, pas seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais de toute l'Afrique, sa population étant l'élément capital central de ce truc et son PIB, eh bien, je crois que si le Nigeria aujourd'hui veut le bonheur de l'Afrique, le Nigeria doit se lever, prendre les bonnes décisions et tirer toute l'Afrique dans ce sens-là. Le problème que nous avons, c'est qu'on a un pays qui coupe l'électricité au Niger, qui veut aller faire la guerre au Niger, qui se libère du néocolonialisme, court vers le partenaire du Niger, qui veut aider le Niger à sortir du néocolonialisme, et lui demande quand même de lui donner les bienfaits des pays libres. Vous ne voyez pas la contradiction là? Soit vous voulez être un pays libre, parce que vous allez voir le Nigeria aujourd'hui, c'est un pays, malheureusement dans son organisation générale, est un pays qui est trop occidentalisé. Il aurait pu être occidentalisé dans les infrastructures, dans le niveau de développement. Peut-être que ça, là même, à la limite, on se dirait qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Mais la politique du Nigeria est trop occidentalisée. Elle est trop atlantiste. On aurait attendu du Nigeria la création de l'ECO depuis 44 ans aujourd'hui. On aurait attendu du Nigeria que le Nigeria eût transformé la CEDEAO en une vraie organisation, en une organisation politique du type les États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Et je peux vous assurer que dans les années, par exemple, 95, début des années 2000, le Nigeria aurait enjoint, c'est-à-dire aurait même intimé l'ordre à tous les autres pays de suivre, ils auraient suivi. Vous vous souvenez après l'opération Sierra Leone, quand on a créé les Comores, quel est le pays en Afrique de l'Ouest qui n'aurait pas suivi? Si le Nigeria avait dit, nous avons mis des milliers de soldats qui ont sauvé la Sierra Leone, sauf qu'on ne peut pas le faire tout le temps tout seul. Il vaut mieux qu'on s'unisse dans le cadre d'un État fédéral de l'Afrique de l'Ouest. Tous ces pays auraient suivi. Le problème, c'est que le Nigeria, l'élite nigériane, parce qu'en fait, c'est de l'élite nigériane dont il s'agit, mais en même temps, vous voyez que le Nigeria n'est pas forcément un pays qui a produit des intellectuels du type panafricaniste révolutionnaire. Il n'y en a pas.
quand vous prenez les plus grands intellectuels du Niger, comme les Wole Soyinka et tout le reste, ils ne sont pas vraiment dans cette perspective, les Chinois HB. Ce n'est pas leur perspective. Ils sont dans leur truc là, ils sont le Nigeria, point barre. Ils font leurs choses là, ils sont très anglais, ils sont très américains, ils sont contents de figurer dans la liste des 500 plus grands des Forbes, des Fortune Forbes. Ouais. Ils sont très contents quand on dit que oui, un Nigérian est aux États-Unis, et en Angleterre, il a fait ci. Les musiciens nigérians, ce qui les intéresse le plus, c'est les récompenses que les Américains donnent, mais pas forcément le développement de la musique sur le continent. Les hommes d'affaires nigérians vont plus être intéressés par le fait que les Américains et les Anglais parlent d'eux, mais pas forcément qu'ils aient des relations très suivies sur le continent et les autres hommes d'affaires du continent. Et ça, c'est quelque chose qui fait problème. Le Nigeria même, par exemple, au niveau de la Banque africaine de développement, un fonds spécial du Nigeria, ils ont beaucoup de ressources pétrolières et donc ils ont créé ce fonds-là. Mais vous avez vu, on a tué Kadhafi, le Nigeria n'a rien dit. Le pays le plus important du continent, on tue un chef d'État sur votre continent, vous ne réagissez pas. Vous ne faites rien. Comment le Nigeria peut-il ne pas être aujourd'hui une puissance capable de construire sa propre centrale nucléaire? Mais l'Iran, est-ce que l'Iran a attendu d'être aussi riche qu'elle l'est aujourd'hui pour construire ses propres centrales nucléaires? Donc, en fait, on a là quelque chose chez les Africains qui interroge, qui pose problème. Oui. Le Nigeria, et je suis sûr que les responsables politiques nigériens, s'ils mettent au défi les scientifiques et les ingénieurs et les managers nigériens aujourd'hui, je peux vous assurer que ces gars-là sont capables de créer cette centrale nucléaire eux-mêmes. D'accord. Mais les États-Unis n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire quand Kennedy dit vous irez sur la Lune. Il n'y avait rien. Personne n'avait jamais fait ça avant. Mais on a pris les Américains, on leur a dit voilà un défi à relever, faites-le. Le problème que nous avons en Afrique, c'est qu'on joue les gamins. On dit non, la Russie vient nous aider, alors qu'on peut le faire nous-mêmes. Et donnez-moi 2 petites secondes sur le deuxième, sur le versant. Non, 2 secondes sur le versant. Je ne vais pas rester longtemps. Sur le versant. Ouais. Ils disent qu'ils veulent sauver l'Afrique de l'Ouest. Mais vous ne pouvez pas sauver l'Afrique de l'Ouest en coupant l'électricité au Niger. Effectivement. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas sauver l'Afrique de l'Ouest en disant vous avez fait la guerre au Niger, en mettant le Mali sous sanction, le Burkina Faso sous sanction, le Guinée sous sanction. Ce n'est pas comme ça que vous allez sauver l'Afrique de l'Ouest. Vous pouvez sauver l'Afrique de l'Ouest en allant sur les choses simples. Vous voulez sauver l'Afrique de l'Ouest, vous avez critiqué le franc CFA. Là, chez nous, lorsqu'on parle du Togo et avec tout ça, là, comment le franc CFA exploite les Togolais et tout ça. Vous avez critiqué ça un jour? Pas du tout. Est-ce que vous vous êtes levé un beau matin lorsque vous voulez sauver l'Afrique, les restaurants en Afrique de l'Ouest? Oui, lorsque... oui, parfait. Ça va. De toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, on prend rapidement comme là qui nous appelle depuis le nord du Bénin, Dr Yamtimba. Merci d'être là. Bonjour. Est-ce que notre appelant est toujours là? Depuis le nord du Bénin, nous recevons quelqu'un au téléphone. Bonjour. Alors, Sidi nous appelle également depuis le Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. La réalisation, si... Oui. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Allez-y, vous êtes en direct. Bonjour, madame. Merci. Allô, bonjour. Bonjour, nous sommes suspendus à vos lèvres, monsieur. Oui, vous nous écoutez? D'accord. Je n'ai pas le retour, mais je vais parler quand même. Je crois que vous me voyez et vous m'écoutez parce que je vois que vous répondez, mais je vais parler. Okay. Coupez le retour à côté de vous, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste de récepteur. Je voulais parler un peu dans ce débat. Et je remercie le docteur Yam pour ces analyses assez profondes et pertinentes. Mais je voudrais vous dire, on ne doit pas compter sur le Nigeria. Vous voyez, on ne peut pas compter sur le Nigeria en ce sens que
le Nigeria a toujours fait montre de traitisme dans la sous-région ouest africaine. Vous voyez, figurez-vous qu'ici, il y a en 2011, tout près ici, le Nigeria a voté pour la résolution de l'assassinat crapuleux de notre, comment on appelle, la paix, je vais dire, le guide libyen. Vous comprenez, sous Goodluck Jonathan. Le Nigeria veut tout pour lui seul et rien pour les autres. Alors qu'aucun pays ne peut survivre en vase clos. Voyez-vous, nous qui sommes au Bénin, figurez-vous que le Nigeria unilatéralement, pendant que nous avons des accords, des protocoles d'accord de libre circulation entre les deux États, unilatéralement, le Nigeria a fermé sa frontière pendant des années. Nous avons supporté cela par la résilience, mais ils ont fini après par ouvrir. Pour vous dire qu'on ne peut pas compter sur ce pays-là. Peut-être qu'avec ces émissions-là, maintenant, le Nigeria va prendre conscience et faire un retour sur lui-même pour pouvoir changer. C'est vraiment dommage. Voyez-vous? Maintenant, quand j'ai fini de dire tout ça, par rapport au forum de lutte contre le néocolonialisme en Russie, moi je trouve que c'est une bonne initiative parce que nous avons beaucoup parlé de cela. Moi j'ai eu la chance d'enseigner l'histoire et la géographie pendant 12 ans avant de démissionner pour créer mon entreprise. Je sais de quoi je parle quand il s'agit du néocolonialisme. Je sais de quoi je parle quand il s'agit de l'esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme. Ces gens-là sont des sauvages. Ces gens-là sont des loups habillés en agneaux qu'il faut combattre par tous les moyens légaux, les faire quitter notre territoire. Parce que le malheur de l'Afrique, comme j'aime à le dire, c'est de rencontrer le blanc à un moment donné de son histoire sur son chemin, si nous ne serons pas à ce niveau de développement. Quand l'AES s'est réunie maintenant, moi je suis très content. Je suis même hâté à pouvoir prendre la nationalité de l'AES. Et je sais que, contrairement à ce que les gouvernants pensent, tout le peuple, pour ce qui concerne le Bénin, le nord du Bénin, dans lequel moi je suis, tout le peuple est prêt à aller vers l'AES. Ce serait vraiment dommage si les gouvernants ne changent pas de paradigme en disant, bon, suivons le peuple, parce que c'est de ça que nous avons besoin. Ils vont rattraper le train en marche ou bien ils seront conjugués dans l'histoire comme étant dans la poubelle de l'histoire. Ça, je le dis avec fermeté. J'ai aussi des frères qui sont au Canada, aux États-Unis. Je peux vous dire, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai causé avec une soeur qui est au Canada. Elle me dit, dès que l'AES bat monnaie, pendant qu'elle est en train de faire déjà 17 ans au Canada, dès que l'AES bat monnaie, qu'elle immigre vers le Niger. Voyez-vous, comme pour dire que même ceux qui sont dans la diaspora, ils suivent cette histoire-là plus que nous-mêmes qui sommes à côté de l'AES. Ils suivent ça de très près parce que c'est un début, un nouveau départ pour l'Afrique, l'AES. Que Dieu bénisse For You Télé, que Dieu bénisse tous vos panélistes et que l'Afrique désormais va prendre un nouveau essor. Je vous remercie. Merci à vous, chers messieurs. On va peut-être continuer au téléphone. Si on a un autre appelant, on annonçait tout à l'heure Sidi depuis le Bénin. Réalisation. S'il n'y en a pas un autre, on continue sur le plateau.
D'accord, on va poursuivre ici sur le plateau avec nos invités. Albert, Anatole, ici, on a fini de parler de dans cette première partie. On s'interrogeait, est-ce que le Nigeria serait... Oui. Bonjour, Foyou Média. Bonjour à tous les milliards de téléspectateurs de Foyou Média. Bonjour à vous, Madame Begoudé, brillante journaliste sur le plateau. Bonjour à mon très cher ami, Dr Yamtiba, qui a fait des analyses logiques et des déductions nécessaires. Merci beaucoup, docteur Anatole Aïssi, Cheo Lawson et bien sûr tous les autres. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien, Sidi, allez-y. Ok. Avant tout propos, Madame Begoudé, permettez-moi de me réjouir de deux choses. La première chose, c'est l'expulsion du personnel de l'ONU par le président Nicolas Maduro du Venezuela. Ils ont 72 heures, cette terroriste-là, pour quitter le territoire vénézuélien. La deuxième chose, c'est de me réjouir de la cavale gratuite, et surtout de la calomnie contre le président Macky Sall qui est humilié par les médias mainstream. Pourquoi je me réjouis de cela? Macky Sall, c'est un Africain, ça me fait très mal. Je me réjouis parce que voilà comment l'Occident collectif remercie toujours ceux qui l'ont servi. Qui n'a pas incité Macky Sall aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait pour la France, pour l'Occident? Le logo se développe, qu'on appelle celle du Bénin. Donc ça veut dire qu'en gros, il ne reste plus rien au Nigeria. Et avec la géopolitique et géostratégie, ces derniers temps menée par l'Afrique du Sud, le Nigeria s'est senti menacé. Et ils savent très bien qu'aujourd'hui, qu'il le veuille ou pas, l'Afrique du Sud a pris un ascendant où il ne risque même plus de rivaliser avec eux. Et vous connaissez la rivalité qui existe depuis fort longtemps entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, ils n'ont aucun choix. Ils sont obligés de coopérer. Car là où nous sommes arrivés avec la création de l'AES, c'est terminé. Parce que l'AES, en réalité, ce n'est pas pour le Sahel. Détrompez-vous, l'AES, c'est pour l'unité politique du continent africain. Que tout le monde se le mette dans la tête. Je dis et je répète, l'AES, c'est pour l'unité politique de l'Afrique. Ils vont y rejoindre un à un, de gré ou de force. Les populations africaines sont engagées. Et vous pouvez le constater un peu partout, même ici, au niveau de votre télévision, toutes les populations sont engagées et suivent de près. Les télévisions panafricanistes suivent de près les situations dans les sous-régions et ils veulent quoi? Une seule chose, la libération définitive et complète de notre continent. Et celui qui ne va pas accepter ça va partir. Ce n'est qu'une question de temps. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Tous les traits, tous les endocolons seront mis à nu. Docteur Yamtimba, le Nigeria, c'est un grand pays. C'est le pays de Yacoub Gowon. C'est le pays de Yacoub Gowon. Yacoub Gowon qui a lutté contre le Biafra et la France et qui a refusé la division du Nigeria. C'est aujourd'hui les vendeurs de drogue, c'est-à-dire les narcotrafiquants comme Ahmed Tinubu, qui sont en train de ridiculiser le Nigeria. Sinon, il y a connu de grands hommes qui ont rivalisé, qui ont lutté pour l'indépendance de notre continent. Donc, regardez, cette lutte que nous sommes en train de mener, ce n'est pas pour perdre notre temps, que à chaque fois, nous venons intervenir, chaque fois qu'on appelle les panafricanistes sérieux comme Yamtimba, Anatole, Haïti, un peu partout viennent. C'est parce que le discours est entendu, c'est parce que la sensibilisation et la conscientisation est entendue qui sont là. Et restez tranquille, nous entendons, et cela sera mis en œuvre. Ce combat-là, c'est le vrai Dieu qui le guide et personne n'y résistera. Tous ceux qui vont faire la compromission contre la terre de leurs ancêtres, ils verront. Je vous remercie. C'est Dieu qui est fort. Assalamu alaikum. Merci infiniment. Sidi, depuis le Bénin, réalisation, est-ce qu'on reste au téléphone ce matin ou on poursuit sur le plateau?
Je crois qu'on va poursuivre sur le plateau. Si jamais certains veulent nous joindre, évidemment, les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Que veut dire le Nigeria, Albert Anatole Aïssi, par un partenariat avec la Russie pourrait sauver? Oui, allô? Baissez votre retour juste derrière vous. Oui, allô? Allô? Bienvenue. Oui, allô? Oui, allez-y. D'accord. Rebonjour. D'accord. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct, allez-y. Oui, c'est monsieur comme revient. Je voulais vous dire que c'est monsieur Comlan qui revient. Je voulais vous dire que je n'ai plus For You Radio sur mon bouquet. Depuis un moment, je n'ai plus For You Radio. Et je voudrais que les techniciens y voient ça de près. De plus aussi, il y a des moments où, je ne sais pas si c'est au Bénin que ça se passe comme ça ou bien c'est le satellite qui a le problème, mais il y a des moments où, du tout pas, on n'a pas le signal. Et après, ça revient. Je sais que ce sont les prédateurs, les impérialistes là, qui sont à la manœuvre pour torpiller les vraies informations qui proviennent de For You. Mais je voudrais que vous y veilliez pour que toute l'Afrique et tout le monde entier soient inondés par les vraies informations, contrairement à ce que les médias comme France 24 ou Radio France Intoxication nous noient et nous envahissent avec des histoires à dormir debout. Moi, je peux vous dire, lorsque j'écoute, je fais la comparaison, j'écoute France 24 sur le Mali et j'écoute France 24 sur For You TV, tu as tendance à croire qu'il y a deux Mali. C'est-à-dire un Mali pour France 24, un Mali pour For You TV. Alors que c'est dans For You TV qu'il y a la vraie information. C'est-à-dire ils font tout pour manipuler, pour tordre le cou à l'information. J'aimerais que le signal soit stable pour nous, pour que nous soyons vraiment en phase avec la vraie information. Moi, avant d'aller au bureau, je dois écouter For You matin avant d'aller au bureau, tous les jours. Et quand je viens au bureau, je capte maintenant la radio. Maintenant, je ne trouve plus la radio. Ok. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Comla. Depuis le Benin, votre préoccupation a été prise en compte et personnellement, on vous enverra les nouvelles fréquences pour For You Télévision ainsi que pour For You Radio afin que vous ne manquiez pas l'information, la vraie. Merci beaucoup. Je crois que à la réalisation, il n'y a plus personne au téléphone. Albert Anatole Aïssi aura donc finalement son tour de parole. Nous allons bientôt clôturer l'émission de toute façon. Le Nigeria estime aujourd'hui qu'un partenariat ou alors une coopération avec la Russie permettra de sauver la sous-région. Mais que veulent dire ces propos? Il suffit pour la Russie et le Nigeria de coopérer pour que la sous-région reste en vie? Déjà, il faut noter une contradiction, non, deux contradictions. La première contradiction qu'il faut absolument noter, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, le même Nigeria invitait Paris à l'aider à lutter contre le terrorisme. Oui, effectivement. Et quelques semaines plus tard, le Nigeria sollicite, n'est-ce pas, l'appui, le soutien de la Russie pour stabiliser le Sahel. Alors, j'arrive pas à lire, j'ai de la peine à lire. J'ai franchement de la peine à lire cette posture. Bon, alors, ça veut donc dire peut-être que le Nigeria, finalement, est devenu, je veux dire, ses dirigeants sont soudainement devenus lucides pour comprendre que la dynamique de révolution est irréversible du côté du Sahel. La Russie est déjà là, pas du fait de l'invitation, n'est-ce pas, des dirigeants nigérians, mais parce que
La Russie a un projet, pas seulement en Afrique de l'Ouest avec certains États, mais également en Afrique d'une manière générale. Aujourd'hui, tout le monde est conscient du fait que dans la nouvelle considération géopolitique marquée par la multipolarité, bien évidemment, la Russie est un bon allié. Un allié objectif, un allié qui n'est pas arrogant, un allié qui ne s'ingère pas dans vos querelles internes, un allié qui n'a pas un passé impérialiste et qui n'a pas un passé colonial. Cela va de soi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si le Nigeria veut coopérer avec la Russie pour le bien de l'Afrique de l'Ouest, je voudrais savoir si le Nigeria veut véritablement du bien de l'Afrique de l'Ouest. Là, ça a également été évoqué. Dans le contexte, n'est-ce pas, des événements du 26 juillet au Niger, le 26 juillet dernier, le Nigeria a quand même coupé les laisser-aller au Niger. Je ne sais pas si c'était une attitude qui signifie que le Nigeria veut du bien à ces pays, qui est membre de la CEDEAO, au même titre que le Nigeria. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai peur que ce soit plutôt une dynamique de diversion. Ça peut être ça. Nous connaissons le rôle de celui qui est là, le leader là, qui est là. Voilà, Ahmed Tinubu, nous connaissons son rôle. Mais il faut quand même rester vigilant. Quoi qu'il en soit, la dynamique, n'est-ce pas, de création de la Confédération est en marche du côté du Sahel. Oui. Ça, c'est important de le dire. Aujourd'hui, il faut absolument avancer. Il faut absolument laisser derrière nous les oripeaux des mondialistes, des globalistes, études de l'impérialisme américain, français et les autres. C'est important. Il faut en même temps, il serait intéressant pour nous que les gens nous disent qu'écoutez, moi je ne veux plus utiliser le dollar, désormais je vais utiliser la monnaie russe, n'est-ce pas? Je ne veux plus faire mon business avec les Américains. Mon petit ne veut plus le vendre aux Américains. Je veux chasser les multinationales américaines qui sont sur mon sol. Ça devait être quand même intéressant. Mais dès lors que tout ce qui se trouve chez vous est géré par les Américains, contrôlé par les Américains, financé par les Américains, je ne prends pas au sérieux justement cette posture qui, de mon point de vue, est ambiguë. Je répète, vous ne pouvez pas demander à Macron de mettre à votre disposition son armée pour lutter contre le Boko Haram chez vous, alors que vous étiez dans une dynamique d'intervention militaire au Niger. C'est un paradoxe. En même temps, vous demandez à la Russie de venir sauver le Sahel, notamment l'Afrique de l'Ouest. La Russie qui est considérée par Washington comme étant le diable incarné. J'ai la peine à lire quand même cette posture ambiguë. D'accord. Merci Albert Anatole Haïssi. Chez Lawson, on vous retrouve tout de suite pour parler également de cette question. Le Nigeria veut coopérer avec la Russie, ceci pour sauver l'Afrique de l'Ouest. Des propos qui peinent à être compris justement sur ce plateau. Mais on rappelle aussi que le Nigeria a segmenté la coopération qu'il voudrait faire avec la Russie. On parle aussi de centrales nucléaires sur le territoire nigérian. Est-ce qu'on peut faire une liaison avec ce qui se passe du côté du Sahel, notamment de l'AES, avec les coopérations qui sont en cours avec la Russie? Vous avez absolument raison, Madame Bébé. Il faut faire un lien. Hein. Il faut faire établir cette corrélation avec ce qui se passe à l'AES. Je partage absolument les analyses d'Anatole Haïssi. Je pense que en réalité, le Nigeria se comporte un peu comme un pays voyou. Vous voyez, malgré sa population, plus de 120 millions, malgré ses ressources pétrolifères, sa puissance dans la région devait servir de locomotive à la CEDEAO, mais le Nigeria a échoué sur toute la ligne. L'échec aujourd'hui de la CEDEAO est dû en partie au Nigeria qui n'a pas su jouer son rôle de leadership pour permettre à cet espace de pouvoir atteindre ses objectifs sur le plan économique, libre circulation des biens de personnes. Sur la question monétaire, ça fait plus de 49 ans que la CEDEAO n'a pas réussi justement à être à la hauteur, à atteindre cet objectif. Et enfin, la CEDEAO, avec le Nigeria à la tête,
a choisi, n'est-ce pas, de devenir cet instrument de colonialité dans les mains de l'Occident, ce que j'appelle la supranationalisation, c'est-à-dire qu'on utilise l'organisation régionale pour pouvoir punir les États qui veulent s'arracher de la France-Afrique, de la colonialité. Et donc, on a vu comment, de façon assez regrettable, comment le Nigeria a voulu monter, n'est-ce pas, une armée pour aller attaquer les pays du Sahel, pour répondre aux injonctions justement néocolonialistes de la France et de ses alliés. Alors cet échec du Nigeria, il faut le lire dans sa demande aujourd'hui. Pourquoi le Nigeria a échoué? Tout simplement parce que la Russie, à un moment donné, a mis en garde cette tentative d'attaquer le Sahel et que cela pourrait dégénérer en termes de guerre généralisée dans la sous-région. La Russie a tapé du poing sur la table et aussi la montée en puissance et la mutualisation des efforts grâce à la collaboration avec la Russie a permis de mettre en échec, n'est-ce pas, cette démarche guerrière mortifère qui ne répond qu'à qui nous renvoie à ce tableau de Vernier où le maître esclavagiste remet la cravache à un des maîtres esclaves qui frappe son frère esclave attaché aux quatre piquets. Donc le Nigeria se permet un peu de reproduire ce schéma macabre en termes de division, d'instruments, de balkanisation, d'impérialisme. L'autre élément qu'il faut aussi évoquer, et ce qui est économique, c'est la montée en puissance je dirais, du Sahel en termes de changement de paradigme sur le plan économique. Quand le président Ibrahim Traoré, lors de sa rencontre avec le président Poutine, a demandé à avoir les centrales nucléaires, eh bien, ça a changé la dynamique dans la région parce que c'est un élément de puissance. Les centrales nucléaires, c'est toute une technologie. Et dans le schéma unipolaire, dans le schéma colonialiste, il y a une forme de ce que l'économie Samia Amin a bien décrit. L'Afrique devait être cette poubelle-là ou cette périphérie où on refuse, on pratique ce qu'on appelle l'apartheid technologique. On ne veut pas partager, n'est-ce pas, la technologie avec l'Afrique, en tout cas avec les régions où on veut mettre son influence. Donc, cette acceptation de la Russie de partager cette technologie avec le Sahel change le rapport de force et le Nigeria tremble parce qu'il va avoir dans ses frontières une montée en puissance d'une dynamique sur le plan militaire, sur le plan technologique, sur le plan de la transformation même des ressources stratégiques et qui font qu'il y a une économie qui va être lancée. Cette économie va entraîner toute l'Afrique dans une forme de développement. Et ça fait peur au Nigeria. Et le Nigeria ne veut pas voir élever à son chevet cette forme de puissance. Alors, au lieu que le Nigeria change de raisonnement, de paradigme, et va vers cette intégration sous-régionale pour mutualiser les efforts et penser le développement sur le plan panafricain, le Nigeria veut aussi aller demander à avoir les centrales nucléaires chez lui, comme si on était dans une compétition de mode où chacun voudrait montrer un peu qu'il est capable d'aller chercher les beaux habits. Donc, je pense que c'est complètement, je dirais, farfelu de sa part. Il va falloir que le Nigeria revienne à la raison, repense son rôle de leadership dans la région en termes de mutualisation, en termes de renforcement des capacités et aussi de diversification et surtout une économie lourde
qui passe par la transformation sur place à valeur ajoutée, au lieu de essayer de pouvoir penser la puissance dans le cadre d'un enclos colonial qui n'a vraiment pas d'avenir, même si on a une population de plus de 120 millions d'habitants. Donc voilà, il faut changer la doxa, il faut changer j'ai tout à l'heure parlé d'aggiornamento. De ce point de vue, il me semble que la classe politique nigériane aujourd'hui, qui est un peu trop américanisée, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure sur le plateau, doit revenir quand même à des fondamentaux s'il veut jouer un rôle pionnier, n'est-ce pas, dans ce panafricanisme, dans cet éveil du continent africain en termes technologiques, en termes économiques, mais aussi en termes scientifiques comme pôle de développement et pôle de diversification pour le bien-être des Africains. Merci chez Lawson pour cette lecture sur la question. Et bien, merci à tous, chers messieurs, car For You Matin parvient à sa fin tout de suite. Dr Yam Timba, économiste et chercheur, ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous. À très bientôt. Merci également à Albert Anatole Haïssi, directeur de publication et journaliste. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous ce matin. Je n'oublie pas chez Elou Lawson de l'autre côté. Merci infiniment pour votre disponibilité. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir regardés sur For You Media Africa, notre plateforme internet, sur vos petits écrans, mais également de nous avoir écoutés sur la 96.3 FM For You Radio. L'information et les programmes se poursuivent sur nos différents médias. Au revoir à tous et à très bientôt.